Le Conseil de sécurité réfléchit actuellement au déploiement d'une nouvelle opération de maintien de la paix à Haïti. Alors dans cette île qui a une situation économique, sociale et surtout sécuritaire très compliquée avec de nombreux actes de banditisme et un gouvernement très faible, le déploiement de casques bleus pourrait renforcer la sécurité et venir en aide aux populations. Alors ce n'est pas la première fois que des opérations de maintien de la paix sont déployées en Haïti. On a eu ce qu'on appelle la MINUSTAH. La nouvelle opération aurait plutôt une vocation policière que militaire, mais elle illustre la logique des opérations de maintien de la paix, qui est de participer à la paix et la sécurité internationale, au renforcement de cette paix et de sécurité internationale, qui est un des objectifs des Nations Unies. Vous avez eu des dizaines d'opérations de maintien de la paix depuis le début de l'ONU. Les casques bleus ont d'ailleurs obtenu un prix Nobel de la paix en 1988. Pourtant, leur action est très difficile. Alors, comment opèrent-ils aujourd'hui? Quelle est leur importance? Et quelles sont les faiblesses qu'il faudrait corriger? Alors, première partie, les opérations de maintien de la paix jouent un rôle majeur dans la sécurité collective. Je reviens d'abord sur la naissance des opérations de maintien de la paix, puis ensuite sur leur évolution. Leur naissance d'abord, les opérations de maintien de la paix ne sont pas prévues au départ dans la charte, c'est mon premier point. La charte prévoyait une armée internationale, article 43, mais celle-ci ne s'est jamais déployée à cause de la guerre froide. Et donc l'ONU a été obligée d'inventer un nouveau système. Donc entre le chapitre 6, règlement pacifique des différends, et le chapitre 7, action pour rétablir la paix, on a un chapitre qui n'existe pas, 6,5, un peu comme le quai de train dans Harry Potter. Et ce chapitre 6,5, c'est celui des opérations de maintien de la paix. Alors qu'est-ce que c'est qu'une opération de maintien de la paix? C'est mon deuxième point. Ce sont des contingents de soldats envoyés par des États volontaires. Généralement, ce ne sont pas les membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont de plus petits États, qui envoient des soldats dans des opérations qui vont être décidées soit par le Conseil de sécurité, c'est le cas le plus classique, soit parfois, lorsque le Conseil de sécurité est empêché, par l'Assemblée générale. On l'a vu par exemple avec le cas de la guerre de Corée. Le blocage du Conseil de sécurité avait permis à l'Assemblée générale de prendre ces initiatives. Les opérations de maintien de la paix sont anciennes. Les premières sont intervenues en 1948. L'Organisation des Nations Unies est intervenue en Palestine, donc avec l'ONUST pour la surveillance de la trêve, et puis également entre l'Inde et le Pakistan. Mais elles se sont ensuite beaucoup développées, d'abord dans les années 60 pour accompagner la décolonisation. On peut penser à l'opération de l'ONU au Congo, qui a été la plus grande opération des années 60. Et puis aujourd'hui, elles se sont multipliées. Alors je vais revenir dans un petit 2 sur l'évolution récente des opérations de maintien de la paix. Ces évolutions sont de deux natures. Premier point, vous avez d'abord une multiplication des opérations. Donc après 1990, après la fin de la guerre froide, la fin de la confrontation entre le bloc soviétique et les Occidentaux a permis un meilleur fonctionnement de l'ONU, qui est devenu un peu le gendarme du monde. Et donc, pour participer au nouvel ordre international que souhaitaient les Occidentaux, c'était l'idée de George Bush père, on a déployé de nombreuses opérations de maintien de la paix. Donc vous avez 13 opérations de l'ONU qui ont été déployées entre 1945 et 1990. Et après 1990, on a près de 50 opérations qui ont été déployées. Aujourd'hui, vous avez une douzaine d'opérations qui sont toujours actives. Alors principalement sur le continent africain, on peut penser par exemple à la MONUSCO qui intervient dans l'est du Congo. On peut penser également aux opérations qui sont menées par la MINUSMA au Mali ou bien dans le sud du Soudan. Ces opérations qui impliquent aujourd'hui environ 90 000 casques bleus sont très importantes et nombreuses.
Mais, c'est mon deuxième point, il faut aussi noter qu'elles se sont diversifiées. Alors vous avez deux catégories d'OMP. Vous avez ce qu'on appelle les opérations de première génération, qui sont des opérations, je dirais, classiques, qui répondent à un conflit interétatique. Et donc l'idée, c'est de se déployer entre deux États qui se sont fait la guerre. Donc typiquement, l'ONUST, qui était chargé de séparer Israël et les États arabes, répond à ce type d'opération, ou bien l'UNMOGIP, UNMOGIP, qui est un ensemble d'observateurs entre l'Inde et le Pakistan. Et puis vous avez une deuxième catégorie d'opérations qui est une opération qui va avoir des ambitions beaucoup plus grandes, donc on appelle ça des opérations de deuxième génération, qui vont être déployées dans les États faillis, donc c'est des opérations qui sont plutôt dans les années 90, pour non seulement maintenir la paix, rétablir la sécurité, mais accompagner l'administration, le développement de cet État jusqu'à le remettre sur pied. Est-ce que les opérations de maintien de la paix ont marché ? C'est ma deuxième partie. On va voir que les faiblesses des OMP imposent souvent des réformes. Alors quelles sont, petit 1, les faiblesses des OMP ? D'abord, premier point, les OMP ont souvent un mandat peu clair ou mal adapté. Elles ne sont pas toujours très efficaces sur le terrain parce que elles hésitent à utiliser la force et parfois elles restent l'arme au pied quand elles auraient dû intervenir. Par exemple, avec le massacre de Srebrenica en 1995, la FORPRONU, la Force de protection des Nations Unies, a montré son inefficacité. Par ailleurs, deuxième point, les faiblesses des OMP sont nourries par des difficultés matérielles. Les OMP sont formés de soldats disparates venant de pays très divers. Généralement, ce sont plutôt des pays du Sud qui contribuent aux OMP, l'Éthiopie, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Rwanda sont de grands fournisseurs de casques bleus. Du coup, les casques bleus sont souvent des troupes mal équipées et parfois aussi faiblement motivées parce que manque de coordination fait qu'ils n'assurent pas toujours très bien leur mission. Par ailleurs, le coût des OMP est assez élevé. Je rappelle qu'elles sont financées par des contributions volontaires en dehors du budget obligatoire de l'ONU, avec des montants qui sont aujourd'hui de 6 milliards d'euros à peu près, 6 milliards de dollars, pardon, avec une contribution majeure des États-Unis, 28%, suivie par la Chine, le Japon. La France est 5e dans le financement des OMP. Alors comment rendre, c'est mon petit 2, ces OMP plus efficaces ? Premier axe, sans doute faut-il les renforcer sur le plan matériel. Alors c'est une réflexion qui est ancienne et qui a été mise en œuvre après 2005 lorsqu'on a voulu réformer les Nations Unies. Donc aujourd'hui, l'actuel secrétaire général, M. Guterres, a lancé en 2018 l'Action for Peacekeeping, l'A4P. Et les grands axes de cette réforme des OMP, c'est d'insister sur le déploiement des nouvelles technologies, des drones notamment, sur la formation à la protection des droits de l'homme pour éviter les abus. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui les OMP sont souvent multidimensionnelles et intégrées, donc elles n'ont pas seulement une vocation militaire, mais poursuivre la justice, aider les populations par des formations. Et puis vous avez aussi des objectifs comme la féminisation des OMP et le développement de la francophonie, puisque beaucoup d'OMP interviennent dans des zones francophones. Deuxième axe pour rendre les OMP plus efficaces, éviter de créer des OMP comme un substitut à l'action politique, mais au contraire, passer en revue les opérations les plus anciennes, celles qui n'aboutissent pas, et essayer de les accompagner par une action politique. Alors le risque, en effet, c'est de maintenir des opérations pendant très longtemps, sans véritable perspective d'amélioration sur le plan politique. On l'a vu avec l'Inde et le Pakistan, plusieurs décennies d'existence sans que la paix soit faite entre ces deux États. Et on le voit aussi avec les opérations en Afrique. La MONUSCO ne parvient pas, malgré des décennies d'existence, à maintenir la paix à l'est du Congo RDC.
Mais c'est surtout un problème politique plus qu'un problème militaire, lié notamment aux immixtions des voisins de la RDC, donc le Rwanda, et puis aussi à la faiblesse du gouvernement de la RDC qui ne parvient pas à asseoir son autorité. Donc, en conclusion, on peut espérer que ces OMP seront plus efficaces. Certains appelleraient d'ailleurs à ce qu'une troisième génération d'OMP apparaisse, qui ne se limiterait pas au maintien de la paix, mais l'imposerait. Donc ça demanderait un mandat beaucoup plus fort du Conseil de sécurité, un appui beaucoup plus fort des armées les plus modernes, en particulier occidentales, et puis une volonté politique qui parfois n'existe pas dans les pays concernés. Je rappelle que les OMP se déploient toujours avec le consentement des États intéressés, donc elles ne peuvent pas non plus, elles doivent respecter la souveraineté de l'État dans lequel elles interviennent.